Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Maël de Calan. Bonjour Maël de Calan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc candidat à la présidence des Républicains. En effet, les 10 et 17 décembre, les militants des Républicains de votre parti désigneront leur nouveau président. Vous êtes proche d'Alain Juppé, vous vous définissez comme le candidat de l'ouverture face au bulldozer Laurent Wauquiez, sans oublier également Florence Portelli que nous avons reçue ici. Donc, sur la même ligne qu'Alain Juppé, vous professez une droite tempérée, vous nous le direz, une droite ouverte, européenne, celle qui veut, pour reprendre l'expression, couper les deux bouts de l'omelette pour rassembler la droite et le centre. Dans cette édition de Face aux chrétiens, vous serez interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, Bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame, Bonjour. Et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. C'est Laurent de Boissieu qui vous pose la première question. Première question toute simple. Vous êtes candidat à la présidence des Républicains. Est-ce que, selon vous, celui qui sera élu président des Républicains aura vocation à être le candidat des Républicains à la prochaine élection présidentielle? Maël de Calan. Non, je pense que ce serait une erreur mortelle pour les Républicains que de s'engager dans cette voie. Il y a un discours un peu démagogique qui a cours au sein de notre parti depuis l'élection présidentielle, consistant à faire de la primaire le responsable de nos divisions, et donc le responsable de nos échecs, de notre échec à l'élection présidentielle. Mais je pense exactement le contraire. Je pense qu'il y a toujours eu une primaire au premier tour de l'élection présidentielle. Souvenez-vous, Chirac-Barre, Chirac-Balladur, Chirac-Bayrou, etc. etc. Et je crois que dans un contexte politique dans lequel l'extrême droite fait 25 ou 30%, pour la droite et le centre, avoir deux candidats au premier tour de la présidentielle, c'est l'assurance quasiment mathématique de ne pas figurer au second. Et donc, je dis à mes amis adhérents de prendre conscience que s'il n'y a pas des primaires qui sont organisées, planifiées à l'avance, encadrées par des règles, par un code, mais des primaires sauvages, au premier tour, sans règles, sans foi ni loi, c'est l'assurance de la défaite. Et je finis d'un mot pour dire que, évidemment, dans le cadre d'une compétition politique, il y a toujours des divisions personnelles et idéologiques qui se manifestent, que ces divisions, elles ont à nouveau toujours existé, et que celles qui sont nées à l'occasion de la primaire sont sans commune mesure avec les divisions, vous vous en souvenez, qui ont marqué l'affrontement entre Chirac et Balladur. Donc je dis qu'il faut garder la primaire, et je dis que le président des Républicains devrait au contraire s'engager à ne pas être candidat à la présidentielle pour ne pas prendre en otage le parti. Garder la primaire, je vous dis juste un point précis, une primaire ouverte à tous les sympathisants ou une primaire fermée réservée aux seuls adhérents du parti? Alors, non, une primaire ouverte, évidemment, à tous les électeurs de la droite et du centre, à tous ceux qui se reconnaissent dans nos valeurs, pour garder cet effet d'entraînement de la primaire qui permet de mobiliser plusieurs millions d'électeurs. Et de ce point de vue-là, la primaire de la droite a été un immense succès. Il y a plus de 4 millions d'électeurs qui sont venus voter au deuxième tour de la présidentielle, qui ont choisi leur candidat, ce qui a donné un effet d'entraînement très fort à notre candidat. Moi, je rappelle que Fillon, au sortir de la primaire, ce n'était pas mon candidat, donc j'en parle d'autant plus librement. Il commence la course dans les sondages, comme on dit, à plus de 30%. Donc ça donne un effet d'entraînement politique qui est considérable. Ce que je propose, moi, en revanche, pour redonner envie aux Français d'adhérer à nos vieux partis de gouvernement, et en l'occurrence aux Républicains, c'est un système un peu nouveau, consistant à donner aux adhérents un droit de vote double, pour leur permettre véritablement de peser, et pour en quelque sorte donner à leur engagement militant au sein des Républicains une valeur au moment de la désignation de notre candidat. Autrement dit, vous ne souhaitez pas que des militants socialistes, par exemple, aillent voter à votre primaire. Vous souhaitez verrouiller ce... Non, ce que je dis, c'est qu'il faut l'ouvrir largement à tous les électeurs de la droite et du centre, comme ça a été fait. On ne pourra jamais empêcher quelques centaines ou quelques milliers d'électeurs de gauche de chercher à pirater ce système, et ça reste complètement marginal. Mais ce que je dis, c'est que pour conférer à l'adhésion à un parti politique une vraie valeur, eh bien, on peut imaginer de donner deux voix à ceux qui sont adhérents. Romain Mazneau, RCF. Alors, il y a déjà les constructifs avec l'UDI, il y a le MoDem, il y a des personnalités de droite qui se sont retrouvées aujourd'hui à La République En Marche. Est-ce qu'il y a encore la place pour la frange de la droite libérale, ouverte, modérée, au sein de LR? Est-ce que vous ne risquez pas de vous retrouver un peu isolé? Maël de Calan. Il est sûr que quand une famille politique commence à se disperser, là, de la manière dont vous l'avez évoqué, elle court le risque de la marginalisation. Moi, ma conviction, c'est le sens de ma candidature à la présidence des Républicains, c'est que c'est au sein de la grande maison, de cette grande formation qui a été fondée en 2002 pour rassembler toutes les familles de la droite et du centre, toujours eu plusieurs sensibilités à droite.
René Raymond en avait décrit 3, je ne sais pas combien elles sont aujourd'hui, mais il y a toujours eu plusieurs sensibilités. Voilà, sensibilité à laquelle j'appartiens, qui est celle d'une droite européenne, libérale, girondine, une droite qui est clairement de droite, qui est conservatrice aussi sur les questions de société, qui est vraiment de droite, mais qui ne veut pas pousser tous les curseurs au maximum, eh bien, cette droite, elle sera d'autant mieux défendue qu'elle pèsera dans la grande maison, dans la maison commune. Il y a beaucoup de personnalités au sein de notre famille politique qui se reconnaissent dans cette ligne. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Gérard Larcher, Alain Juppé lui-même, qui ne se présentent pas à la présidence du parti. Qui ne se présentent pas, mais dont je porte en quelque sorte les couleurs. On a une base politique qui reste très forte, et au sein de nos adhérents, et au sein de notre électorat au sens large. Donc oui, je crois que c'est au sein des Républicains que cette famille peut peser, peut se faire entendre. Vous regrettez qu'Alain Juppé n'ait pas apporté publiquement son soutien à votre candidature ? Alain Juppé, moi je me garde bien de le faire parler. Il dira ce qu'il voudra quand il le voudra. Il m'a envoyé des signaux en début de campagne. Ce que je veux dire, c'est que moi, évidemment, je suis un juppéiste, dans le sens où je me suis reconnu à la fois dans son message politique, qui était celui d'une droite, clairement de droite, mais d'une droite modérée, et puis aussi peut-être un engagement politique fondé sur le sérieux, sur l'éthique, sur la rigueur, qui fait profondément défaut à notre classe politique. Donc moi, je suis un juppéiste, mais la candidature que je porte n'est pas celle des juppéistes. Il y a une quinzaine d'élus qui m'entourent et qui, pour certains, sont engagés chez François Fillon, chez Nicolas Sarkozy, chez d'autres, dans le sens, on rassemble, mais on rassemble non pas sur une grande bouillie idéologique, on rassemble sur des lignes idéologiques qui sont très claires, qui sont celles, encore une fois, d'une droite européenne, d'une droite libérale et sociale, d'une droite modérément conservatrice, d'une droite qui prend conscience de l'insécurité identitaire et culturelle dans laquelle la France est plongée, mais qui cherche à y répondre non pas par des slogans, mais par des solutions. Louis Dauphren, trépigne pour vous poser une question. Non, il y a beaucoup de choses à reprendre parmi les éléments que vous donnez. D'abord, vous prenez des références, c'est amusant parce que vous avez 37 ans, je crois. Vous prenez des références qui sont quand même assez anciennes, Balladur, Chirac, les Girondins, etc. On a l'impression que vous prenez acte, et en même temps, vous prenez acte du fait que mathématiquement, vous êtes devenu un parti minoritaire. Puisque vous dites, si on ne fait pas la primaire, en fait, on sera battu, on sera éliminé. Quel est le chemin intellectuel qui vous amène à penser que vous êtes déjà minoritaire ? Pourquoi est-ce que vous avez tiré finalement un trait sur l'histoire et que jamais le RPR, l'UDF ne reviendront à exister tels qu'ils ont existé avant ? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut à la fois décrire le monde tel qu'il est et puis garder une ambition. Moi, mon ambition, c'est que la droite revienne au pouvoir et qu'elle ne revienne pas comme une force d'appoint du centre-gauche ou une force d'appoint de l'extrême droite, mais qu'elle revienne au pouvoir sur ses idées pour mener une politique qui soit cohérente. Ça, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que les Républicains, la droite et le centre, remportent 51% ou plus des suffrages à l'élection présidentielle et aux élections législatives. Et tout en ayant ce souhait, en m'engageant comme militant pour progresser dans cette direction, je regarde le monde tel qu'il est. Et le monde politique tel qu'il est, c'est un monde dans lequel les extrêmes gauche et droite sont très puissants, dans lequel le vote contestataire est nourri par des années d'échecs de la droite et de la gauche de gouvernement, et dans lequel, à court terme, je ne vois pas le Front National et le Front de gauche redescendre sur des scores très faibles. Ils sont toujours là. Je pense que le Front National restera une force politique très forte à droite et que de ce point de vue-là, il y a une arithmétique. Si vous voulez, la somme des scores remportés par les partis qui se présentent ne peut pas dépasser 100%. Et donc, quand vous avez Front National à 25%, un centre-gauche qui est dominant, je prends conscience que la droite, pour gagner, doit, d'une part, présenter un seul candidat à la présidentielle. D'autre part, de mon point de vue, doit absolument faire alliance avec le centre. Et enfin, mais c'est l'essentiel, doit défendre un programme de gouvernement qui soit cohérent, crédible, conforme aux valeurs qui sont portées par la droite et le centre et que nos électeurs attendent. Mais jusqu'où rebattre les cartes ? Parce qu'on regarde en Allemagne, par exemple, CDU, CSU plus SPD, ça fait 50% maintenant. Donc c'est partout pareil. En fait, les partis de gouvernement se retrouvent sur un étiage très faible. Bien sûr. Ça veut dire qu'on a complètement changé de modèle. Dans quelle mesure prenez-vous acte d'un changement de génération de monde quasiment ? Je crois que ce qu'on observe dans tout le monde occidental, c'est avant tout une montée du populisme. Donc, moi, ce nouveau modèle fondé sur des partis populistes, je le refuse de toutes mes valeurs, de toutes mes forces. Je constate que les partis de gouvernement sont d'autant plus faibles que les partis populistes sont très forts. Et ces partis populistes, ils se nourrissent. Alors, il y a évidemment des situations spécifiques à chaque pays, mais ils se nourrissent en général de l'échec au pouvoir des partis de gouvernement. Ils se nourrissent d'une forme
de modernité qui fragilise les sociétés, qui s'appelle le développement des flux migratoires, qui s'appelle l'abaissement des frontières, qui s'appelle la mondialisation qui fragilise notre tissu industriel. Donc il y a une situation propre à tous les pays occidentaux qui voient les partis populistes connaître une très grosse dynamique politique. Face à cela, je pense que les partis de gouvernement doivent y répondre de trois manières. D'abord, en faisant preuve de sérieux à l'approche des élections. C'est pour ça que je reste moi, profondément attaché à la primaire. Voilà. Prendre conscience du monde tel qu'il est, prendre conscience que si on a plusieurs candidats, on se condamne à l'échec d'une part. D'autre part, être encore plus exigeant sur le plan de l'éthique, des pratiques politiques, pour ne pas pour ne pas prêter flanc aux attaques sur ce sujet, donc être irréprochable sur le plan des pratiques, et enfin écrire des programmes qui pourront être efficaces s'ils sont mis en œuvre une fois qu'on sera au pouvoir. Si jamais les gens votent Front National ou Front de Gauche, c'est parce que la droite et la gauche du gouvernement ont déçu les électeurs, qui se sont révélés incapables, pour ce qui nous concerne, d'enrayer les flux migratoires, de relancer la croissance, de faire baisser le chômage, etc., etc., etc. Donc je pense qu'il faut répondre à ça par davantage d'exigence et d'éthique. Alors on va aborder les différents points de votre programme. Peut-être une question de Laurent de Boissieu, La Croix. Avant d'aborder le fond du programme, votre score sera-t-il révélateur de ce que pèse au sein des Républicains l'aile la plus modérée, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Alain Juppé? Maël de Calan. Moi, je crois que la droite modérée a une base qui reste forte au sein des Républicains, que beaucoup d'adhérents modérés se posent la question de savoir si les Républicains sont encore leur famille politique, et cela pose d'autant plus que le discours de Laurent Wauquiez, le discours dominant, est très clivant, très contestataire. Je crois que Valérie Pécresse et Xavier Bertrand auraient fait un score plus élevé que celui que je vais réaliser, parce qu'ils ont une équation personnelle, une assise géographique forte, et que oui, pour vous répondre, d'une certaine manière, mon score sera révélateur de ce que pèse la droite modérée au sein des Républicains. Donc j'en tire deux conclusions. La première, c'est de dire à tous nos amis adhérents que plus mon score sera élevé, plus on aura une capacité à peser sur la ligne des Républicains, faire en sorte, sur les questions économiques par exemple, que la droite ne renonce pas à son ADN libéral, qu'elle ne critique pas aujourd'hui sur les emplois aidés, sur la baisse des aides au logement, sur la suppression de l'ISF, qu'elle ne défende pas aujourd'hui le contraire de ce qu'elle défendait hier. Donc plus mon score sera élevé, plus on aura une capacité à peser sur la ligne. Et ensuite, deuxième chose que je dis aux adhérents, c'est que les Républicains courent le risque d'être très profondément décalés par rapport à nos électeurs. Ma conviction, et je m'arrête là, c'est que nos idées sont très largement majoritaires au sein de notre électorat. Les idées modérées. Les idées de la droite qui est clairement de droite, mais qui est une droite libérale, européenne, qui est une droite attachée à l'équilibre social, une droite de gouvernement, qui n'est pas une droite de slogan, une droite contestataire. Et je crois que ces idées, elles sont très largement majoritaires dans notre électorat. Quand vous combinez les scores à la primaire de Juppé, Le Maire et Fillon, Fillon, c'était évidemment une droite de gouvernement qui se présentait à la primaire. Vous avez 70-75% de l'électorat de la droite qui se reconnaît dans cette droite de gouvernement. C'est là-dessus que vous vous appuyez. Et je dis, pour finir d'un mot, que si le parti était profondément décalé par rapport à notre électorat, il se condamnerait à la défaite. Vous engagez-vous à rester au sein des Républicains si Laurent Wauquiez est demain le président des Républicains? Oui, bien sûr. Moi, je suis candidat à la présidence des Républicains pour rester dans les Républicains, pas pour couper le parti en 2 ou 3 morceaux. Vous n'irez pas chez les constructifs? Je n'irai pas chez les constructifs, mais je dis, et ça n'est pas contradictoire, que ça dépend de la ligne qui sera celle des Républicains. C'est-à-dire que le principe, quand on est candidat à une élection, c'est qu'ensuite on cherche à rassembler les différentes sensibilités de sa famille politique. Moi, je suis européen, libéral, modérément conservateur. Si demain, la ligne des Républicains, elle est eurosceptique, antilibérale et ultra-conservatrice, ce ne sera plus mon parti politique. Donc je pense qu'il y a un vrai risque, si Laurent Wauquiez demain est le président des Républicains et qu'il persiste dans cette ligne de plus en plus clivante et de plus en plus contestataire, il y a un vrai risque de précipiter l'éclatement de notre famille politique. Je veux l'éviter et je pense qu'on peut l'éviter. Bien. Louis Dauphren, une dernière question, mais vraiment 30 secondes. Non, mais le problème, c'est que votre électorat a voté Macron, en fait. C'est quand même ça, votre problème. Bien sûr, c'est le problème de toute la droite. Bien sûr, c'est le problème de toute la droite. Bon. C'est-à-dire qu'on a effectivement des millions d'électeurs de droite qui, à mon sens, adhèrent toujours, mais bien sûr, dans toute la France, qui, à mon sens, adhèrent toujours à nos valeurs, qui sont toujours de droite. Je ne crois pas du tout dans la négation du clivage gauche-droite, mais qui nous ont quittés pour voter pour Macron, essentiellement pour 3 raisons, mais d'un mot. Parce qu'on a coupé avec nos alliés du centre, au terme d'une chasse aux sorcières absolument suicidaire, parce qu'on a coupé avec beaucoup de Français en défendant des pratiques absolument
scandaleuse sur le plan éthique et moral, et parce que je pense à des pratiques politiques qui ont été incarnées par François Fillon, on pense ce qu'on veut de François Fillon, mais ce que je veux dire, c'est que la droite s'est retrouvée à défendre des pratiques politiques dont plus personne ne veut, que nous ne devrions pas défendre aujourd'hui. Donc on a coupé avec nos alliés du centre, on a coupé avec beaucoup de Français. Je termine en disant qu'on a aussi coupé avec beaucoup de nos électeurs, en poussant des curseurs très très loin, en disant que la droite, pour être vraiment de droite, devait être non pas libérale sur le plan économique, mais ultra-libérale à certains aspects. Et je pense en particulier à notre projet de réforme de la sécurité sociale, qui nous a coûté très très cher juste après l'élection primaire, où on a voulu privatiser en quelque sorte une partie de la sécurité sociale, cesser de rembourser, vous vous souvenez de cette expression, le petit rhume. Et quand vous coupez avec vos alliés, quand vous coupez avec les électeurs de la droite et du centre, et quand vous coupez sur le plan moral avec beaucoup de Français, vous perdez les élections. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens avec notre invité Maël de Calan, candidat à la présidence des Républicains. Nous avons encore beaucoup de questions à lui poser. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui, Maël de Calan, candidat à la présidence des Républicains. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Louis Dauphren qui pose la première question. Je voulais vous faire réagir à ce qu'a dit Madeleine de Gessès sur RTL, je crois, récemment, présidente par intérim de Sens Commun, donc qui a affirmé avoir beaucoup de mal avec le hashtag Balance ton port, et disant que la porcherie, porcherie continue à fonctionner. La fabrique de porc continue à tourner à plein. Voilà ce qu'elle dit. Continue à tourner à plein. Donc, tant qu'on ne pose pas la question de la pornographie, en fait, on ne résout pas du tout le problème. Donc, il y a une hypocrisie générale. Alors, comment reliez-vous cette appréciation des choses à la formule que vous avez utilisée? Nous sommes modérément conservateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour conserver quoi? Et puis modérément, qu'est-ce que ça veut dire? Maël de Calan. Modérément conservateur, ça veut dire qu'on est conservateur. Moi, je suis conservateur dans le sens où je porte un regard prudent sur les évolutions du monde contemporain, les évolutions sociétales, comme on dit. Moi, je suis opposé à la PMA, à la généralisation de la PMA pour les couples de même sexe. J'ai défilé dans les rangs de la Manif pour tous. J'étais favorable au mariage. Je suis toujours, mais j'étais réservé sur l'adoption et je le suis toujours. Donc modérément conservateur, ça veut dire un regard prudent sur les évolutions de société, sur les évolutions des techniques médicales aussi. J'ai travaillé pendant 5 ans dans une start-up qui fait de la recherche en biotechnologie et je crois que les responsables politiques doivent avoir la main. Mais je crois que les responsables politiques doivent avoir la main qui tremble quand ils touchent à des sujets qui ont une dimension anthropologique, qui ont une dimension qui nous dépasse et qui touche aux permanences de l'homme. Voilà ce que c'est que d'être conservateur. Pourquoi je suis modérément conservateur? Parce que je me suis toujours refusé à classer les politiques en bons ou mauvais, en cohérents ou incohérents, en fidèles ou girouettes, au regard des seules questions sociétales. Il y a beaucoup d'autres questions qui irriguent l'action politique, questions économiques, questions. Est-ce que je me suis moi bagarré à plusieurs reprises avec Sens Commun, qui ont attaqué très durement Alain Juppé pendant l'élection primaire. J'étais le porte-parole d'Alain Juppé pour cette raison qu'il faisait de la question de l'abrogation de la loi Taubira l'alpha et l'oméga de leur engagement politique. Voilà ce que c'est qu'être modérément conservateur. Maintenant, pour vous répondre sur le hashtag. Moi, j'aime pas beaucoup le vocabulaire qui est employé, et en même temps, sa violence est à l'image de la violence qui a été pendant très longtemps faite aux femmes. La pornographie y contribue certainement, mais ce n'est pas le seul facteur. Il y a aussi une conception générale du rôle qui a été assigné à la femme dans nos sociétés contemporaines, qui est ancienne et qui doit aujourd'hui être dépassée. C'est-à-dire que les violences faites aux femmes, je crois, constitue un problème absolument, révélateur d'une forme de déliquescence morale de notre société contre laquelle il faut absolument lutter. C'est un vrai gros sujet qui concerne aussi les partis politiques. De modérément conservateur. Mais ça concerne aussi, pardon, pour finir d'un mot, les partis politiques qui ont, de ce point de vue-là, été d'un laxisme vis-à-vis de certaines pratiques. On le voit aujourd'hui au sein du Parti socialiste, mais ça existe aussi, ou ça a existé au sein des Républicains. D'accord. Romain Masneau, RCF. Un autre sujet, on se souvient
le cri d'alarme de Jacques Chirac à Johannesburg, notre maison brûle et nous regardons ailleurs, c'était il y a longtemps, en 2002. On se souvient de l'engagement de Jean-Louis Borloo. On a l'impression que la droite aujourd'hui est assez atone sur ces questions, sur le climat, l'écologie. Quel serait le message particulier de la droite? La COP23 se déroule ces jours-ci à Bonn. Quel serait le message de la droite, la voix singulière de la droite sur ce sujet? Bon, d'abord, je suis d'accord avec vous qu'il y a une disproportion invraisemblable entre l'acuité de ces problèmes, entre leur gravité et l'écho que ces problèmes rencontrent dans le débat public. Moi, je voudrais dire 3 choses à cet égard. La première, c'est que il sera bientôt trop tard. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de savoir si c'est aujourd'hui ou dans 20 ans, il s'agit de se prendre conscience que si on agit dans 20 ans, ce sera trop tard. Et donc, la crise écologique doit aujourd'hui irriguer tous les programmes politiques, à commencer par le nôtre, pour imaginer un nouveau modèle de croissance sobre, circulaire. Ça ensuite, prend ça chez les adhérents, chez les électeurs. Vous avez l'impression qu'il y a une demande sur ce sujet? Oui, je crois que ça prend progressivement et que oui, bien sûr, et qu'il y a de plus en plus de nos électeurs qui prennent conscience que l'état dans lequel on va laisser la planète est absolument dramatique. Enfin, je cite un pape précédent qui disait que les atteintes à la création sont des atteintes au créateur. Enfin, on est face aux chrétiens, il y a une dimension aussi morale, spirituelle, dans la défense de l'écologie qui est très forte. Alors, quelle peut être la spécificité de la droite pour vous répondre? Je crois 2 messages. Le premier, c'est que la conscience écologique n'est pas l'ennemi du progrès et n'est pas l'ennemi du progrès économique. Je crois qu'on peut continuer à se développer comme société, y compris sur le plan économique. Je pense qu'on peut continuer à voir notre niveau de vie s'élever tout en ayant une emprise sur la nature, une consommation en ressources qui soit de moins en moins importante. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas évidemment favorable à la décroissance, c'est la raison pour laquelle je suis un grand partisan de l'énergie nucléaire et de l'électricité produite à partir du nucléaire, qui est une énergie très propre et qui est évidemment pas consommatrice de matières fossiles. Donc, 1, la croissance économique et la conscience écologique ne sont pas des ennemis. Et 2, un deuxième message consistant à dire qu'aujourd'hui, la lutte contre le réchauffement climatique est avant tout une question diplomatique. Ça ne veut pas dire que la France n'a pas encore des progrès à réaliser, mais ce que je veux dire, c'est que l'essentiel de la crise écologique se joue aujourd'hui en Chine, en Inde, en Russie et aux États-Unis. Quand vous prenez ces quatre pays, vous avez quelque chose comme 55 ou 60% des émissions de gaz à effet de serre. Donc la question est de savoir si la France fait de la crise écologique l'une de ses priorités diplomatiques, comme Emmanuel Macron avait annoncé en début de quinquennat sa volonté de le faire. Ça implique beaucoup de constance, beaucoup de cohérence, beaucoup de persévérance, et j'espère qu'il en fera la preuve. Louis Dauphren, la Croix. Est-ce que ce n'est pas un peu vite dit le fait de concilier le système économique et la conscience écologique? Qu'est-ce que vous remettez en cause dans le fonctionnement du système économique qui a quand même tout décloisonné, qui met en concurrence tout le monde avec tout le monde et qui finalement fait vivre les sociétés sur le superflu, sur la consommation à l'extrême? Enfin, tout ça, c'est un modèle que normalement vous défendez. Donc comment est-ce que c'est conciliable avec la conscience écologique? Mais d'abord, ce n'est pas un modèle que je défends, que celui de l'hyper-consumérisme, pas du tout. Je crois que nous devons inventer un modèle de croissance qui soit plus sobre en ressources. Et on peut inventer un modèle de croissance plus sobre en ressources. Les 15 pays les plus développés ont fait la démonstration, d'ailleurs, au cours des dernières années, je lisais ça avant-hier dans Le Monde, que leur croissance économique ne s'est pas accompagnée, à l'exception des États-Unis, par une augmentation de leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc on peut avoir une croissance et qui soit numérique. Une croissance qui soit circulaire, c'est-à-dire qui recycle plusieurs fois dans le cycle de production le même bien. Donc on peut avoir une consommation qui se développe de biens publics et privés et qui permettent, pour ne pas parler des ordinateurs ou des téléphones, mais qui permettent de réduire la mortalité infantile au travers d'une consommation de biens et de services publics de meilleure qualité, au travers d'un développement des techniques médicales, des outillages. On peut avoir une élévation du niveau de vie, et on peut avoir une élévation de l'espérance de vie. Vous voyez, donc des conditions objectives de notre existence qui s'améliorent, tout en ayant une emprise sur la planète qui soit de moins en moins forte. Je crois qu'il n'y a pas d'opposition entre croissance économique et emprise sur la planète, parce que la croissance, demain, sera sobre, numérique et circulaire. Et à nous aussi de faire progresser la France dans cette voie.
Laurent de Boissieu, La Croix. J'aurais souhaité une précision. Tout à l'heure, vous avez dit que, je reviens sur un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, vous avez manifesté avec les Manifs pour tous que vous étiez pour le mariage homosexuel et réservé, c'est votre expression, sur l'adoption homoparentale. Oui. Concrètement, vous en tirez quelles conséquences aujourd'hui? Est-ce que vous souhaitez qu'on modifie ou garder en l'état la loi Taubira? Moi, je crois d'abord qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour s'élever. C'est une conviction très profonde, qui est très intime, que je ne force pas mes amis à adopter, mais qui me structure. Ensuite, pour répondre à votre question, je suis pour une réécriture partielle de la loi Taubira sur la question de l'adoption. Je pense qu'il faut revenir sur l'adoption plénière pour aller dans le sens de l'adoption simple. Et je ne fais pas partie de ces responsables politiques, vous voyez, qui ont été extrêmement radicaux pour dire à un moment qu'il fallait abroger la loi Taubira, commencé par Laurent Wauquiez, avant d'expliquer il y a quelques jours qu'il fallait faire tout le contraire, ne pas du tout toucher à la loi Taubira. Moi, j'ai une vision qui, de ce point de vue-là, est beaucoup plus modérée, qui a été d'ailleurs celle qui a été défendue par Alain Juppé pendant la primaire, je le rappelle, parce qu'on l'a beaucoup caricaturé. Et Alain Juppé avait dit de manière très calme qu'il avait changé d'avis sur la question du mariage, sur la question de l'adoption, qu'il était ouvert à réécrire la loi Taubira sur cette question de l'adoption simple par opposition à l'adoption plénière, qui nie la filiation, et qu'il était opposé à la PMA et à la GPA. C'est ce que j'appelle le conservatisme modéré. C'est une vision prudente mais optimiste sur les évolutions du monde, y compris sur les évolutions de société. Romain Masneau, RCF. Est-ce que l'engagement d'Emmanuel Macron et du gouvernement pour les quartiers, pour les banlieues, vous paraît à la hauteur de la situation, et notamment le retour aux emplois francs? Est-ce que c'est une bonne idée? Non, ce n'est pas une bonne idée. Les emplois francs, il devait y en avoir 15 000 de signés au cours du quinquennat précédent. Il y en a eu 250. Alors on nous explique que ce dispositif sera maintenant beaucoup plus simple d'utilisation, et donc il va produire des effets massifs. Je pense qu'il ne faut en attendre aucun effet bénéfique ou vraiment à la marge. Si vous voulez, il y a une politique qui a partiellement échoué, je n'ai pas envie de dire complètement échoué, parce que ce n'est pas vrai, il y a eu des rénovations urbaines qui ont produit des résultats, mais qui est une politique de saupoudrage. On a mis plusieurs dizaines de milliards d'euros sur la rénovation urbaine, on a mis plusieurs milliards d'euros au travers d'un enchevêtrement de dispositifs, les zones franches urbaines, les contrats de ville, etc. Alors on fait depuis quoi 40 ans. On fait quoi? Ma conviction, c'est qu'il y a deux fondamentaux sans lesquels les banlieues ne pourront pas se développer. Le premier fondamental, c'est la sécurité. Voilà. Il faut donner la sécurité. Il n'y aura pas de développement économique dans ces zones, ni avec les emplois francs, ni avec aucun autre dispositif, si la sécurité des biens et des personnes n'est pas établie dans ces zones. Police de proximité. Ça veut dire plus de policiers sur le terrain. Pendant la primaire et puis pendant l'élection présidentielle, la droite parlait de 10 000 policiers supplémentaires, 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur le terrain au travers d'une simplification des procédures administratives. Je rappelle ce chiffre édifiant que la Cour des comptes a mis sur la table. 60% du temps de travail des policiers et des gendarmes se fait aujourd'hui dans les commissariats et dans les brigades, parce que la procédure pénale qui est la nôtre est l'une des plus complexes au monde. Donc d'abord la sécurité, et ensuite un marché du travail qui fonctionne à plein et qui crée des emplois, non pas par quelques centaines, mais par millions. Voilà. L'économie ne réglera pas tout en France, mais si vous n'avez pas dans ces zones la sécurité et le plein emploi, elles n'ont aucune chance de se développer. Enfin, personne n'y est arrivé jusqu'à présent, hein, la sécurité. La sécurité et l'emploi, oui, personne n'y est arrivé, mais autour de nous, il y a des pays qui sont arrivés. L'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, le Danemark sont en situation de plein emploi. Ça n'a pas tout réglé dans ces pays. Ils ont bien d'autres problèmes de politique publique qui se posent à eux. Mais un pays dans lequel on redonnerait 2 ou 3 millions d'emplois aux Français, ça n'est plus le même pays. Et dans ces zones en particulier, dans lesquelles le chômage de masse touche de manière endémique la population, en particulier les populations les plus jeunes, on n'a pas la moindre perspective de développement tant qu'il n'y aura pas un marché du travail qui sera revenu au plein emploi. Ça passe par un abaissement très fort du coût du travail. Emmanuel Macron ne propose en l'occurrence rien dans la matière. Et ça passe par une simplification du droit du travail. Et à l'inverse, là, Emmanuel Macron a fait des progrès en la matière. Alors attendez, vous pensez que l'emploi des jeunes de banlieue, pour faire court, dépend de l'abaissement des charges qui pèsent sur le travail? C'est ce que dit Emmanuel Macron. Évidemment, évidemment. Je dis que c'est la politique économique qui sera conduite au niveau national qui permettra de créer plusieurs millions d'emplois. La France, enfin rendez-vous compte, est l'un des derniers pays d'Europe du Nord, enfin, c'est tant est que nous sommes un pays d'Europe du Nord, mais un des derniers pays
occidentaux à avoir, comme on l'enregistre aujourd'hui, un chômage de masse. Il y a 5,7 millions de personnes en France qui sont touchées par le chômage. 5,7 millions de personnes. Là-dessus, vous êtes proche Donc, de naturellement, non, mais, ou c'est Macron qui est proche de la droite sur ce sujet, mais naturellement, vous ne pouvez pas avoir de développement économique de ces zones urbaines sensibles à partir du moment où le chômage de masse, il touche 50, 60, 70% parfois des moins de 30 ans. Il n'y a aucun développement possible si le marché du travail ne tire pas profondément, si le moteur économique ne fonctionne pas à plein, et ça n'est pas le cas en France depuis 40 ans. Je voudrais quand même dire d'un mot pour Maël de Calan. conclure peut-être sur ce sujet qu'il faut naturellement continuer à conduire des politiques publiques de développement économique, social, en matière d'urbanisme, rétablissement de la sécurité dans ces zones. Mais je voudrais dire aussi qu'il y a une autre France qui se sent profondément oubliée, c'est celle dont je suis l'élu. Moi, je suis élu dans le Finistère Nord, dans une zone rurale, et qui se sent complètement abandonnée par tout un tas de politiques publiques. Je vous en cite une, juste pour l'exemple, mais qui est celle du soutien scolaire pour les zones rurales en difficulté. Il y a un dispositif qui a été supprimé par Najat Vallaud-Belkacem, et vous avez aussi en zone rurale des problèmes de décrochage scolaire. Les ZEP ne concernent pas, les ZEP qui concernent essentiellement des zones urbaines ne sont pas un dispositif qui s'applique généralement aux zones rurales, qui ont elles aussi parfois de grandes difficultés de décrochage scolaire et qui ont besoin de moyens renforcés. Donc il n'y a pas que les zones urbaines sensibles, il y a aussi des zones rurales qui se sentent complètement à l'abandon et auxquelles il faut penser. La France est inscrite depuis les années 80 dans un processus global mondial de libéralisation. Ça passe par l'Union européenne, mais pas seulement, c'est plus global. Est-ce que selon vous, c'est un facteur de développement économique ou est-ce que, au contraire, c'est un facteur de chômage en mettant en concurrence des systèmes socio-économiques qui sont, de fait, sur le plan social ou environnemental, très différents? Maël de Calan. La première chose que je voudrais dire, c'est que la mondialisation, personne ne l'a choisie. La mondialisation, c'est avant tout le produit d'évolution technologique qui aboutissent à l'abaissement des coûts de transport, à l'accélération des délais de transport. Christophe Colomb, pour traverser l'Atlantique... Attendez, mais un exemple. Oui. Christophe Colomb, pour traverser l'Atlantique en 1492, il a mis 1 mois entre les Canaries et les îles d'Amérique du Sud. Bon, aujourd'hui, pour traverser l'Atlantique, en avion, ça prend 6 heures. Donc quand vous avez une telle accélération des flux de circulation des biens, des services, là c'est instantané avec Internet, des capitaux, ce sont des nanosecondes. Quand vous avez une telle accélération, eh bien, alors on fait quoi ? Vous avez une globalisation des flux économiques qui se produit. Mais c'est important de rappeler que la mondialisation, ça n'est pas une question de vote. On n'a pas à voter pour ou contre la mondialisation, elle s'impose à nous. Ensuite, donc on en fait quoi ? Ensuite, il y a 2 manières d'y répondre. Il y a ceux qui pensent que la France peut se retrancher derrière ses frontières, établir des barrières protectionnistes. Et il y a ceux dont je fais partie qui disent que la seule manière de gagner dans la mondialisation, c'est d'être efficace, d'être compétitif, de miser sur nos avantages comparatifs. Il y a des domaines dans lesquels notre avantage comparatif s'est effondré. Des exemples ? Le coût du travail. Il est sûr que, par exemple, dans le textile, on a beaucoup souffert de la mondialisation, puisque notre coût du travail en France est beaucoup plus élevé. Donc il faut viser quel secteur ? Il faut miser sur l'innovation, y compris dans le domaine textile. Il faut miser sur l'innovation, il faut miser sur les industries de pointe, il faut miser sur des secteurs dans lesquels la France est plus forte que les pays qui nous font concurrence. J'ajoute qu'en plus... En conservant notre protection sociale, en conservant notre assurance chômage, j'en ai la conviction, notre système de santé. J'en ai la conviction que la France peut gagner dans la mondialisation en misant sur des secteurs qui soient producteurs de valeur ajoutée. Donc il faut que la France apprenne à courir plus vite que les autres dans la mondialisation pour ne pas se faire rattraper par tous ces pays qui se développent de manière accélérée, qui sortent de la pauvreté, qui ont faim et qui ont envie de nous prendre des parts de marché. Donc il faut que la France soit compétitive. Mais j'ajoute que ça ne fait pas obstacle à avoir aussi une politique de protection aux frontières pour se prémunir contre le dumping social, contre le dumping environnemental, mais que ça ne peut exister que si votre zone économique, la zone à laquelle vous appliquez ces protections, est suffisamment vaste pour affronter des conflits commerciaux, et c'est évidemment l'Europe. Donc tous ceux qui veulent conduire une politique commerciale protectrice de notre niveau de développement environnemental, de notre niveau de développement social, doivent être profondément européens, puisque c'est aux frontières de l'Europe qu'on peut les imposer. D'ailleurs, je le dis, on l'impose aujourd'hui. L'Europe est engagée dans un conflit majeur avec la Chine sur l'acier pour protéger notre industrie sidérurgique. La France seule n'aurait pas la capacité de le faire.
Une dernière question rapide de Romain Masneau, RCF. Dans cette mondialisation, il y a aussi beaucoup d'évasion fiscale, dont l'ampleur a été révélée récemment par les Paradise Papers. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que supprimer, par exemple, tous les droits civiques des fraudeurs, comme le proposent certains députés de la majorité, ce serait une bonne idée? Maël de Calan. C'est l'exemple de ce que la politique ne doit pas être, c'est-à-dire vraiment du gadget symbolique qui fait obstacle à une réflexion de fond. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, aujourd'hui, un juge peut priver de ses droits civiques un fraudeur. Il peut le faire, ça existe déjà. Donc c'est vraiment complètement tautologique comme proposition. Ce qu'on peut faire, d'abord, il y a première chose. Deuxième chose, il y a un outil qui s'appelle l'abus de droit et qui permet de dire que les montages fiscaux dont le seul objectif est d'échapper au fisc sont en réalité illégaux. Donc quand on dit que les Paradise Papers manifestent des pratiques qui sont légales, je demande à voir, et je pense que le fisc français, comme d'ailleurs la plupart des fiscs européens, vont se saisir de ces papers pour lutter contre ces mécanismes qui ne visent qu'à échapper à l'impôt. Et enfin, s'il y a des failles du droit, et il y en a manifestement, puisque la créativité fiscale, la créativité, l'intelligence humaine mise au service de la fraude ou de l'évasion fiscale, elle est sans borne. Donc il faut qu'en permanence, le droit s'adapte à ces failles au travers de conventions fiscales bilatérales, au travers d'une action internationale, pour répondre en durcissant la loi. Je voudrais conclure en disant qu'il y a des progrès déjà immenses qui ont été faits. La fin du secret bancaire, qui sera effective en Europe en 2017. Le développement de conventions fiscales avec d'anciens paradis fiscaux. Il faut poursuivre dans ce sens. Il ne faut pas désespérer de l'action politique, parce que l'action politique a remporté de grandes victoires en la matière. Mais évidemment, la lutte contre l'évasion fiscale, ça fait partie des priorités de l'action politique. Nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité Maël de Calan, candidat à la présidence des Républicains. A tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité Maël de Calan, candidat à la présidence des Républicains. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question. Le Premier ministre libanais démissionnaire Saad Hariri devrait arriver en France avec sa famille dans les prochains jours à l'invitation d'Emmanuel Macron. Que peut faire la France pour aider le Liban à ne pas être l'otage du conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite? Maël de Calan. Bien dire à la fois à l'Iran et à l'Arabie Saoudite que l'intégrité territoriale du Liban doit être respectée et que le fragile équilibre politique du Liban compte pour nous, que le Liban n'est pas seul. Le Liban, c'est peut-être le plus vieil allié de la France. Il y a un traité qui nous lie au Liban depuis Saint-Louis. C'est un pays ami. Il y a beaucoup de Libanais qui nous regardent, qui comptent sur nous. Et le destin du Liban ne sera pas le même selon que la France, qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est une puissance nucléaire, qui est l'une des plus grandes puissances diplomatiques et militaires du monde, encore aujourd'hui, s'intéresse encore aujourd'hui, bien sûr, selon que la France continue à soutenir et peser dans le bon sens sur le destin du Liban. Donc elle peut faire l'usage de toute sa puissance diplomatique pour dire aux grandes puissances régionales que le Liban n'est pas seul et que la France est toujours à ses côtés. Donc là, vous êtes satisfait de l'action d'Emmanuel Macron? Je suis satisfait de l'action d'Emmanuel Macron. Saad Hariri, c'est un secret de polichinelle, a été emprisonné à Riyad. C'est ce que disent tous ceux qui dans le milieu diplomatique, ont été confrontés au dossier. C'est une ingérence qui est très grave. On en comprend la logique. L'Arabie Saoudite est engagée avec les sunnites dans un conflit très lourd contre l'Iran et les chiites. C'est un conflit qui a des répercussions dans toute la région, au Yémen, en Syrie naturellement. Et c'est un conflit dont nous devons dire qu'il ne peut pas passer les frontières libanaises. Le Liban est un pays ami et allié de la France. Les Libanais comptent sur nous. Donc moi, évidemment, j'approuve Emmanuel Macron dans son action diplomatique en la matière. Laurent de Boissieu, La Croix. Est-ce que l'Europe est vraiment encore un clivage aujourd'hui au sein des Républicains? On a l'impression que l'aile souverainiste, avec notamment Nicolas Dupont-Aignan, a quitté les Républicains. On renvoie les votes sur les grands traités européens. Il n'y a plus vraiment d'opposants. Est-ce que c'est un clivage entre vous et Laurent Wauquiez, ce sujet? Non, ça ne devrait pas l'être. En tout cas, ça n'allait pas dans notre charte constitutive. Les Républicains ont une charte des valeurs qui a le mérite d'être claire. On peut y adhérer ou non, mais elle a le mérite d'être très claire. Et elle dit que l'Europe est pour la France une nécessité vitale. Ça n'est pas un luxe qu'on pourrait se permettre ou non, c'est une nécessité vitale si la France veut conserver sa souveraineté sur le plan commercial, sur le plan monétaire, sur le plan économique aussi à certains égards, peut-être demain sur le plan de l'industrie de défense. Mais en même temps, ça grogne chez les Républicains sur l'Europe. Que l'Europe est essentielle. Donc c'est quelque chose qui a toujours soudé les Républicains et qui ne devrait pas être un lieu de clivage entre Laurent Wauquiez et moi-même. Et pourtant, je constate que depuis
quelques mois ou quelques années, il y a certains dans notre famille politique qui ont décidé d'employer un vocabulaire de plus en plus critique vis-à-vis de l'Europe. L'Europe n'est pas exempte d'ailleurs de critiques, elle doit se réformer, elle est trop bureaucratique, elle n'est pas assez efficace sur le plan de la lutte contre le dumping social en son sein, sur le plan de la lutte contre le dumping environnemental de la part d'autres pays du monde. Elle n'est pas assez efficace pour contrôler ses frontières. Elle a beaucoup de sujets sur lesquels elle doit agir et se réformer. Mais je crois que la responsabilité qui est la nôtre, partie de gouvernement, c'est de ne surtout pas en faire le bouc émissaire de nos difficultés. Et je reproche à Laurent Wauquiez d'en faire trop souvent le bouc émissaire de nos difficultés, alors même, et je m'arrête là, alors même que la droite, la gauche aussi, mais la droite a délibérément sapé notre influence à Bruxelles, en 2014 en particulier, en constituant des listes aux européennes qui n'ont pas toujours envoyé les meilleurs eurodéputés siéger à Bruxelles. Vous voyez, en Allemagne, dans évidemment tous les petits pays d'Europe, on cherche les meilleurs de votre formation politique, sa formation politique, pour les envoyer à Bruxelles, parce qu'on sait que c'est important ce qui s'y passe. En France, quand on y envoie Rachida Dati, Nadine Morano, Michel Alliot-Marie, pour y couler une retraite paisible, on sape délibérément les conditions. Non, mais je dis les choses. Mais vous êtes clair là-dessus. Je ne cherche pas à me cacher derrière un discours ou une langue de bois. On sape délibérément les conditions de notre influence. On a d'autres eurodéputés qui portent les intérêts de la France, Arnaud Danjean, Elisabeth Morin-Chartier, et il est de la responsabilité de la droite demain, et en 2019 en particulier, de faire en sorte que la voix de la France compte à Bruxelles. Ça tombe bien que vous soutiennent les deux que vous avez cités. Oui, mais il y en a d'autres qui ne me soutiennent pas. Si je résume, sur Laurent Wauquiez, ce que vous reprochez à Laurent Wauquiez, ce n'est pas le fond de ses critiques sur l'Europe, c'est la forme qu'il emploie. C'est d'abord la forme, c'est aussi le fond. Il a écrit un livre en 2014 qui s'appelle « Europe, il faut tout changer ». C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est lui. Il a peut-être changé d'avis, c'est à lui de le lire, dans lequel il préconise la sortie de l'Europe à 27 pour recréer une Europe à 6, dont d'ailleurs aucun des 5 autres partenaires, à savoir l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, ne veulent. Donc casser l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, supprimer la Commission européenne. Alors, des propositions qui peuvent se défendre si vous êtes à la tête d'un think tank ou si vous êtes un romancier ou un essayiste, mais dans la bouche d'un homme politique qui sera peut-être demain le président de la principale formation d'opposition, c'est un discours que je crois très dangereux. À Laurent Wauquiez de dire s'il croit toujours dans ses propositions ou non. S'il les a abandonnés, s'il a changé d'avis, ça m'ira très bien. Tant mieux si les Républicains se ressoudent sur la conviction très profonde que l'Europe est vitale pour la France, même si elle doit se réformer naturellement. S'il croit toujours dans cette proposition, et je pense en particulier d'explosion de l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, l'Europe à 27, ça me semble très dangereux. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. C'est curieux que vous disiez que la question de l'Union européenne ne constitue pas un clivage en interne. Est-ce que vous ne prenez pas le risque que finalement ce soit le Front National ou des partis extérieurs qui ramassent la mise du mécontentement ? Parce qu'à une certaine période, puisque vous avez cité des références un peu anciennes tout à l'heure, prenez l'exemple évidemment de l'époque des Séguin, etc. Alors que l'Union européenne n'avait pas, j'allais dire, produit tous ses effets avec le passage à l'euro, ce que certains économistes avaient déjà envisagé, elle était vraiment au cœur de discussions internes. Donc c'est aujourd'hui qu'elle devrait l'être beaucoup plus qu'hier, d'une certaine façon, puisqu'on mesure aujourd'hui les conséquences. La première chose, c'est que je ne crois pas que les partis doivent être des attrape-tout et en quelque sorte offrir aux électeurs une palette idéologique qui soit la plus large possible pour être sûr de vraiment ramasser tout le monde. Les partis politiques doivent être fidèles à des valeurs et des convictions dans lesquelles ils croient. C'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que au moment où l'UMP a été créée en 2002, il y a eu un consensus au sein des 3 familles de la droite et du centre à l'époque, famille gaulliste, dont je suis moi originaire, famille démocrate chrétienne et la famille libérale, pour dire que l'Europe, avec des sensibilités qui sont différentes, mais que l'Europe, telle qu'elle avait été fondée par le traité de Maastricht, puis ensuite renforcée par le traité d'Amsterdam, c'est-à-dire une Europe très fédérale sur certains aspects, sur le plan de la politique commerciale, sur le plan de la politique monétaire, et une Europe qui, en revanche, s'appuie exclusivement sur les États-nations dans d'autres domaines, je pense en particulier au domaine de la diplomatie, le domaine militaire, ce type de choses, qui sont vraiment du ressort régalien, que cette Europe, qui serait une construction politique spécifique, une fédération d'États-nations, comme on l'a dit, eh bien que cette vision de l'Europe nous soudait et qu'il n'y avait plus de débat sur la question de savoir s'il fallait adopter l'euro ou ne pas adopter l'euro. Ce débat a été tranché. Il était membre de l'UMP à l'époque, il se présentait, il faisait 10-15% au scrutin interne pour une autre Europe. Donc il y avait quand même à l'époque ce débat-là. Bien sûr, il a depuis été tranché. Donc ça ne fait pas partie du pacte fondateur de l'UMP à l'époque. C'est pas une fuite en avance. Il a été tranché ce débat, il fait partie du pacte fondateur dans le sens où la charte des valeurs, encore une fois, qui était écrite en 2002,
2002, elle est très claire sur ce point. Les Républicains, avec des nuances, pensent que l'Europe est vitale pour la France et en tirent un certain nombre de conclusions sur la manière dont les institutions communautaires doivent fonctionner, avec une dose de fédéralisme, c'est la Commission européenne, et avec quelque chose qui compte énormément pour nous au sein des Républicains, c'est-à-dire le Conseil de l'Union européenne, le Conseil des ministres, qui est l'instance dans laquelle les États-nations peuvent décider d'agir en commun au niveau bruxellois. Donc vous voyez, la volonté de faire émerger l'Europe comme une construction politique spécifique. On peut dire que les Républicains, à cette occasion, se sont rétrécis, dans le sens où une aile eurosceptique a quitté les Républicains. Sincèrement, je crois que dans tous ceux qui nous ont quittés pour aller voter au Front National, la part des souverainistes, comme on les appelait à l'époque, est très minoritaire. Et que cette volonté de faire prévaloir une Europe qui sera ni une fédération sur le modèle des États-Unis, ni un bloc d'États-nations soudé par pas grand-chose, mais une construction politique spécifique, je crois que c'est quelque chose qui soude aujourd'hui une grande partie de la droite et qui doit continuer à le faire demain. Une dernière question de Romain Mazneau, RCF. La perspective d'un Brexit dur sans accord n'est plus à exclure aujourd'hui. Ça pose des questions sur la frontière irlandaise, aussi sur les droits des citoyens européens installés au Royaume-Uni. Est-ce que ça suscite des inquiétudes chez vous aussi? Maël de Calan. Bien sûr, d'abord le Brexit doit nous rappeler que quand des politiciens faibles font le choix de la démagogie, du poison de la démagogie, on ne sait jamais jusqu'où les pays dérivent. Toutes les promesses qui avaient été faites par les partisans du Brexit sont aujourd'hui battues en brèche. Moi, j'étais hier à Londres pour rencontrer les militants républicains qui sont établis là-bas. Et on voit que tous les arguments qui avaient été portés par les partisans du Brexit se retournent contre eux, depuis le chèque britannique jusqu'à la capacité à accéder au marché commun. Bon, première chose. Deuxième chose, l'Union européenne, par la voix de Michel Barnier, qui négocie nos intérêts, qui défend nos intérêts, dans les négociations sur le Brexit, a raison d'être ferme. Il s'agit à la fois de dire que l'Europe a intérêt à ce que la Grande-Bretagne reste arrimée à l'Union européenne. Sur le plan économique et commercial, on n'a pas intérêt à ce qu'entre la France et l'Angleterre, ou entre l'Allemagne et l'Angleterre, il y ait à nouveau des droits de douane qui s'élèvent. Donc l'Europe et la France, en particulier, ont intérêt à ce que l'Angleterre reste arrimée au continent, sur le plan diplomatique et militaire aussi, et en même temps, nos intérêts doivent prévaloir. Je pense en particulier à une demande que formulent les Britanniques, qui n'est pas très centrale dans le débat public, mais qui est essentielle sur le plan économique, qui est l'accession au passeport européen. Le passeport européen pour les banques, c'est la capacité à une banque établie à Londres d'opérer dans tous les États membres de l'Union européenne. Comme la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, les banques établies à Londres perdent le bénéfice de ce passeport européen. Naturellement, les Britanniques, qui demandent toujours le beurre et l'argent du beurre, demandent à pouvoir sortir tout en bénéficiant de ce droit. Il faut évidemment le leur refuser. Donc je crois, pour finir d'un mot, que ceux qui ont le plus à perdre d'un Brexit dur, ce sont les Anglais, qui sont engagés dans un bras de fer, dans une négociation, qui sont très forts pour ça, et que l'Union européenne doit y répondre par la fermeté. Très bien, merci à vous, Maël de Calan. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidence des Républicains, une élection qui aura lieu donc les 10 et 17 décembre prochains. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver l'ensemble de nos éditions de Face aux Chrétiens sur les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité la semaine prochaine nous viendra du MoDem. Il s'agira de Marc Fesneau, député MoDem du Loir-et-Cher et président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. Merci à vous tous de votre fidélité et à la semaine prochaine.